bienvenue à cette édition, cet épisode de podcast qui va être la voix parlée, l'enregistrement. En fait, cette édition, cette 20e édition de la newsletter que j'ai commencé à écrire, que j'ai repris en août 2025 et que j'ai écrit avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'humanité ce matin, jeudi 19 mars, et que j'ai envie donc de vous apporter en format podcast en français parce que j'ai écrit en anglais. Et donc, pour celles et ceux parmi vous qui préférez découvrir le contenu en français, c'est pour vous. Et donc, l'idée, c'est que je vous traduise l'essentiel de ce texte que j'ai rassemblé pour vous, qui rassemble pour célébrer cette 20e édition. Donc, pour les nouvelles personnes qui découvrent soit par le podcast, par ma newsletter, je m'appelle Julie Foubert, je suis américaine d'origine et je suis une femme engagée. J'ai fondé Be the Change en 2021, qui est une entreprise membre du réseau formidable international du leadership éthique. Le leadership éthique est une approche globale de l'être humain et un réseau absolument formidable qui inclut différentes entreprises à travers tous les secteurs. Il s'agit d'une approche universellement applicable et je suis très, très heureuse de pratiquer en tant que consultante en leadership éthique avec ma spécialisation, mon projet de vie qui est vraiment au service des parents et des entreprises qui veulent agir pour une meilleure prise en compte de la parentalité. Donc, j'anime à travers Substack, qui est une plateforme géniale qui réunit à la fois un format blog, newsletter et communauté dans une seule plateforme, des contenus pour vous permettre, vous, en tant que parents, citoyens, entrepreneurs, femmes, hommes et leaders, d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et une fois par semaine, je vous envoie une newsletter. Et récemment, j'ai été très, très bien guidée par mon amie chère et consultante également en leadership éthique, Gwenola Blick, lors d'un échange formidable où nous étions en co-animation d'un des parcours longs en leadership éthique et en train de parler de nos communications. Et elle m'a vraiment permis de toucher une prise de conscience qui m'a soulagée, qui était que plutôt que de écrire et ensuite traduire le contenu en anglais vers le français, de plutôt avoir la souplesse de vous écrire dans ma langue maternelle, qui est l'anglais, et ensuite de vous apporter en français avec ma voix, et je le vis bien et j'adore. Donc voilà, petite intro avant de plonger dans le cœur du sujet aujourd'hui, qui est l'édition, donc la 20e édition de Stories of Joy, c'est-à-dire des récits basés sur la joie et qui couvrent aussi parfois des prises de conscience plus ou moins confortables, voire même difficiles pour nous en tant que parents. Je suis maman de 2 enfants aujourd'hui de 7 ans et de 5 ans. Donc, l'objectif là, c'est de vous partager un peu plus sur l'origine de cette newsletter, où est-ce que nous en sommes chez Be The Change et comment vous pouvez aussi rentrer dans la danse si vous le souhaitez. Et je vous ai préparé 20 prises de conscience qui ont amélioré ma vie en tant que femme, en tant que maman et entrepreneuse. Et j'ai préparé un beau cadeau. Je vous laisse découvrir dans les notes de cet épisode de podcast pour célébrer 20 éditions de newsletter et une communauté qui est en train de grandir tous les jours. Donc, il y a quelques mois, en août 2025, j'étais en train de rendre visite à une amie très, très chère à mon cœur, une de mes très, très bonnes amies, pour pas dire meilleures amies, qui s'appelle Leslie, qui habite juste à l'extérieur de Washington, D.C. J'étais aux États-Unis pendant un mois, l'été 2025, avec nos 2 enfants, parce que ma mère habite sur la côte est des États-Unis, dans un endroit absolument magnifique qui s'appelle Hilton Head, en Caroline du Sud. Et comme mon mari n'avait pas de congé ayant pris son nouveau poste l'année dernière, en 2025, nous avons décidé que ça avait beaucoup de sens que j'aille aux États-Unis pour être épaulée par ma maman. En plus, c'est vraiment les vacances là-bas, il fait très beau et ça m'a permis aussi de travailler
dans le plaisir, dans le bien-être, en alternant des moments où j'étais seule dans mon espace et aussi avec la famille, avec les enfants. Et j'ai pris 3 jours pour aller rendre visite à Leslie, qui donc en moins de 2 heures d'avion, j'étais chez elle, et c'est une amie précieuse, vraiment importante pour moi. Et elle avait quand même besoin de travailler, et je me suis retrouvée donc chez elle, seule, un jour d'août, en 2025, avec un rayon de soleil qui traversait la fenêtre et qui est arrivé jusqu'à mon ordinateur, tellement j'avais besoin de me repositionner pour voir plus clair, tellement il y avait du soleil. Et j'avais ouvert mon laptop avec vraiment une détermination profonde et un objectif très clair dans mon cœur, et une vision que, à travers Substack, à travers cette plateforme et la puissance des mots, la puissance des principes aussi, incarnés dans mes mots et comment j'allais écrire, incarnés aussi par la puissance d'une communauté. En fait, nous sommes vraiment une communauté de plus en plus grande à travers mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes. C'est absolument extraordinaire, et merci. Je sentais que le monde vraiment pouvait changer pour le mieux, que je pouvais contribuer à un monde meilleur. Et donc, étape par étape, j'ai décidé de passer à l'action, de contribuer à ce qu'un plus grand nombre de parents et de leaders pouvaient accéder à leur qualité intérieure et en fait devenir plus conscients de leur plein potentiel. Et en ce qui me concerne, j'ai construit vraiment, j'ai fondé mon projet de vie sur la base de l'approche du leadership éthique et des stratégies pour, comment dire, pour to decrease, de rendre moins fréquent des cris, des tensions, des disputes, et beaucoup, beaucoup plus fréquent des moments de joie, d'aisance et de sens, en fait. Et donc, là, c'est vraiment la question, c'est ce dont il est vraiment question aujourd'hui, c'est revenir au sens, reconnecter à ce qui compte vraiment, revenir à l'essentiel, et de vraiment voir que ce qui se passe dans nos foyers est tellement connecté à ce qui se passe dans le monde. Que quand un enfant grandit dans un foyer où il se sent respecté, où ses émotions sont validées, où il a un bon cadre avec des parents qui vont bien, avec une belle qualité de présence et de l'empathie. Il y a plein de choses, mais vraiment, si je devrais résumer, je dirais ça, bah ça change l'adulte que cet enfant va devenir. Et donc, je décide, en ce joli mois d'août, pendant ce temps où je suis vraiment, en plus dans mon pays natal, je suis connectée quelque part à mes propres origines. Je venais de traverser une année très intense, même 2 années très intenses entre 2023 et 2025. Et j'avais pris un temps pour moi entre, je dirais entre mai-août 2025, où j'avais eu beaucoup de fatigue. Donc je m'étais bien ressourcée, j'avais bien pris soin de moi, et là, je décide que je vais écrire chaque semaine pour simplifier l'accès à la connaissance éthique pour cette communauté grandissante. Que je vais écrire cette newsletter, que je vais animer des sessions en live et continuer à accompagner grâce à des consultations, notamment avec des parents, et aussi en animant des conférences dans les entreprises pour sensibiliser sur ces sujets tellement importants à nos jours. Et même si je faisais déjà ces actions, je sentais que c'était trop en isolation. Les actions étaient un peu découpées les unes des autres, et je voulais un lieu central, une plateforme qui centraliserait
pour le rendre plus facile pour les parents, de lire, d'écouter, de entre guillemets «consommer», mais plutôt interagir avec le contenu éthique que j'allais, mettre à disposition et créer et produire pour encore mieux retourner à, leur famille, vraiment être dans cette rencontre et puis OK, application concrète sur le terrain, dans la famille, dans leur couple, dans leur métier. Et c'était vraiment un engagement que j'allais être présente d'abord pour moi-même et ma famille et pour plein de familles à travers la terre. Parce que en fait, j'étais arrivée à un moment où je me sentais plus, capable de ne pas agir à plus grande échelle. J'avais des parents qui m'écrivaient et ça me touchait tellement pour dire: «Mais Julie, je crie, je sais pas comment arrêter de crier sur mon enfant. Je me sens, juste horrible, je sais même pas par où commencer. Julie, ça a été tellement dur dernièrement avec elle, avec ma fille, je ne sais pas quoi faire. J'ai la sensation d'avoir tout essayé, je me sens, vraiment mal, que je suis pas du tout une bonne maman. Julie, j'ai envie d'être plus positif, mais parfois vraiment je sens que je m'énerve, je m'agace, je perds patience et ensuite je culpabilise. Julie, je me sens complètement déconnectée de mon partenaire. J'ai la sensation d'être en colocation, tellement, c'est la course, de exécuter un temps de tâches, inquantifiable, je vois pas les journées passer, je ne sais pas par où commencer. Julie, mon bébé, il arrête pas de se réveiller la nuit. Je fais les 100 pas de la maison, mais il pleure. Le pédiatre m'a dit de le laisser pleurer, mais moi, j'ai pas envie. Je sens que c'est pas ce que je veux faire et vraiment, je pourrais écrire un livre, mais un livre rempli avec des pages, d'amour, de questions, de quêtes de la part des parents avec qui j'ai vraiment l'honneur de collaborer et de lire et de recevoir leurs lettres, qui m'ont envoyé des mails, qui me posent des questions après des conférences, qui m'ont contacté dans les moments entre, j'appelle ça les moments entre des réunions, après une consultation, après un coucher, pendant leur trajet vers leur travail, tellement le tambour, quelque part, profond ce heartbeat, le tambour de l'amour reste fort et se répète et garde le cap parce que les parents veulent donner le meilleur et une conscience, cette présence qualitative à leurs parents aussi, le lapsus est fort, ils veulent donner ça à eux-mêmes, à leur famille et à leurs enfants dans notre monde qui malheureusement traverse de nombreux conflits aujourd'hui. Donc, nous voilà à cette 20e édition de ce chemin, de ce travail ensemble collaboratif et c'est un vrai jalon que j'ai envie de célébrer avec, aussi mes propres, formateurs et formatrices, mentors, guides, des enseignants aussi, qui m'apprennent et vraiment je tiens à dire un immense merci à tout le réseau du leadership éthique parce que sans cette approche à laquelle je continue à me former, je n'en serais pas là, capable de répondre, donc response able, capable de répondre aux enjeux de nos jours et d'accompagner les parents sans continuer à me former moi-même. Je tiens à dire aussi un immense merci à mon mari Alexandre qui croit en moi depuis bien plus longtemps que Be the Change existe, depuis avant même notre rencontre en 2014. Ça fait maintenant 11 années que nous sommes ensemble. Merci à lui, merci du fond du cœur. Et merci à nos enfants qui me permettent aussi d'évoluer tous les jours un peu plus et de vivre ce que c'est l'amour d'être maman. Ça me touche en vous disant ça. Et bien sûr, merci à vous. Merci à vous de m'écouter. Merci de lire. Merci pour ce que vous mettez en place. Merci d'être là. Vraiment. Nous sommes une communauté donc de parents, de leaders, d'entrepreneurs, d'équipes, d'enseignants, de personnes travaillant dans le tech, pardon, dans la technologie, des directeurs, des managers, des personnes qui travaillent en tant que directeurs RH, des étudiants, des femmes, des hommes, des mères, des pères, des futurs parents. Vous êtes plusieurs aussi à attendre vos bébés dans les semaines à venir, les mois à venir. Je pense fort à vous.
des amis, des membres de ma famille. Il y a des membres de la Commission européenne, de l'Assemblée nationale, des consultants, vraiment des formateurs, des personnes qui care providers. J'ai une pensée pour ma propre maman aussi qui, à chaque fois, elle met un like sur mes newsletters, sur mes travaux et je l'apprécie, je le savoure parce que je sais qu'elle n'est pas éternelle, même si elle est en pleine forme, hein. C'est juste pour dire que je savoure qu'elle est là pendant que moi je vis mon projet de vie et que à travers l'océan, moi dans le sud de la France parfois et elle, la côte est des États-Unis, nous sommes aussi connectés et je la remercie aussi. Donc nous sommes une grande communauté et nous devenons un encore plus grand réseau de conscience en fait, de plus en plus élevé et ça mérite à être célébré vraiment et chéri, savouré. Et donc pour l'occasion, je vous ai préparé 20 prises de conscience. Vous êtes aussi très nombreux et nombreux à être clients, membres chez Be The Change. Bravo, bravo, c'était vraiment une joie de collaborer avec vous. Vous avez fait le choix courageux de prioriser votre évolution intérieure à une époque où il y a beaucoup de sirènes qui chantent sur un peu comment dire ça, des gourous ou sur des formules magiques qui ne, en fait, sont pas magiques ou des choses à très court terme et vous avez senti que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne l'être humain. La qualité, elle demande à la fois cet engagement et du temps. Et je suis très honorée par votre confiance. Vraiment, je suis très, très reconnaissante pour nos collaborations. Et grâce à nos collaborations, nous contribuons directement aux futures générations à un monde meilleur. Et c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne de l'énergie. Je pense fort à vous dans vos familles, dans vos métiers. Et je tiens à vous dire un immense bravo. Bravo vraiment de garder le cap comme vous le faites et pour notre collaboration ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons 20 prises de conscience qui à la fois touchent à la parentalité et à nos activités professionnelles que j'ai pu avoir depuis cette journée en août 2025 dans le soleil chez ma copine Leslie et depuis 15 années, depuis que j'ai découvert l'approche du leadership éthique en 2011, même en 2010, parce que c'était c'était en 2010, dans le fond de l'hiver, novembre 2010, que j'ai découvert le site de Living School. Et grâce à Living School, j'ai découvert le leadership éthique. Donc, c'est le paquet, c'est le moment de le dire. Et il y en a qui sont plus profondes que les autres. Il y en a qui sont un peu plus logistiques, très pratico-pratiques, parce que s'il y a bien deux adjectifs que nos clients utilisent pour me décrire, c'est positive, joyeuse et aussi très pragmatique, très pragmatique, ça c'est clair. Donc cette liste, elle est vraiment là pour vous permettre de simplifier et faciliter votre quotidien en boostant votre présence à vous-même, à votre parentalité et à votre vie en général. Je vous invite quand même à découvrir donc la newsletter en anglais où je vous ai glissé quelques photos, dont une, c'est pas très souvent que je le fais, mais là je vous ai glissé une photo de moi avec ma famille. Donc de notre part, pour vous, un grand bravo et beaucoup de célébrations de cette 20e édition et ce n'est que le début, comme dirait mon amie très chère et leader éthique Anne-Sophie De Oliveira, qui est la fondatrice du Collège Living School. Elle a été interviewée par Caroline Sost dans l'édition de la newsletter Living School que je vous invite vivement à lire et à découvrir, à vous inscrire. Je pense à elle. Ce n'est que le début. We're just getting started. Donc, n'hésitez pas, après que je vous présente ces 20 prises de conscience, à me dire, j'adorerais entendre quelles étaient les 2 ou 3 qui vous ont le plus touché, interpellé, soit dans des commentaires sur Substack, soit par mail, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire. Numéro 1, la parentalité, elle est l'expérience humaine la plus belle, la plus wonderful et la plus challenging, je trouve, qui existe. Prise de conscience numéro 2.
je sais pas comment le dire en français, mais quelque part, ce mantra que j'ai lu il y a des années dans un livre sur l'éducation et la parentalité qui a été publié dans les années 60. Never try to win a power struggle with a child, for they will always win. C'est-à-dire, n'essaye pas de, entre guillemets, gagner un rapport de force avec un enfant parce que l'enfant va toujours gagner. Alors, ce serait peut-être mieux dit de dire l'ego de l'enfant va toujours gagner. Maintenant, l'esprit de cette phrase m'a marqué depuis vraiment mon adolescence quand j'ai lu cette phrase dans ce livre un peu paradigme classique et en même temps qui a toujours du sens parce que en fait, ça nous invite en tant que parents à lâcher le rapport de force, à ne pas être dans le rapport de force avec nos enfants qui ont cette énergie remarquable pour exprimer leurs désirs et ça me permet de dédramatiser beaucoup à l'intérieur de moi et de rester centrée quand j'accompagne nos enfants dans leurs émotions intenses. Prise de conscience numéro 3. Le meilleur conseil sur la parentalité que je n'ai jamais entendu de toute ma vie vient de Edel Goethe, qui est la fondatrice de l'approche du leadership éthique. Elle est une femme extraordinaire, franco-allemande, chercheuse. Elle est également l'auteure du livre Now or Never, l'urgence d'agir. Et dans un contexte, bien entendu, où il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire sur ce conseil que je vais vous dévoiler là. Donc, ça reste une sensibilisation, ce que je vous partage. Elle dit, l'action la plus importante que vous, parents, vous pouvez réaliser pour être un bon parent, être quelque part une meilleure version de vous-même, avoir moins de conflits avec vos enfants, c'est de vraiment aimer être dans leur présence, aimer être avec eux, aimer être à leur côté. Soyez joyeux quand vous êtes avec eux. Si vous pouvez incarner cette joie, si vous pouvez prendre plaisir à être avec vos enfants, vous pouvez naviguer le reste. Et je trouve ça absolument magnifique. Merci Edel pour ça. Prise de conscience numéro 4. Et ça, c'est un conseil que je donne très souvent. Ça vient pas que de moi. Beaucoup de psychologues et d'experts rassemblés le disent. Toutes les émotions sont OK. Tous les comportements ne le sont pas. Prise de conscience numéro 5. Un enfant n'est pas un objet à être mesuré. Un enfant est un être humain avec des droits. Une fille, un garçon, ce sont des êtres humains. Prise de conscience numéro 6. La discipline dans la performance est un réel phénomène. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, un parent qui a plutôt une bonne confiance en lui, en elle, peut se retrouver sous le regard plutôt malveillant, critique, jugeant de la société. Je vous donne l'exemple du supermarché et les études nous montrent que le parent va être plus dur avec leur enfant de manière à prouver qu'ils sont un, entre guillemets, bon parent. Et c'est une invitation pour nous tous dans la société de changer notre regard et de voir le potentiel des enfants, où que nous soyons parents ou pas, et d'apprendre qu'un enfant n'est ni mauvais ni bon, il est intrinsèquement bon et parfois il peut être en train de traverser une grosse émotion. Prise de conscience numéro 7. Les mots comme, alors c'est moins prononcé en français, mais good girl or good boy doivent être enlevés de notre, quelque part, langage commun sociétal. Moi, j'ai grandi en l'entendant, hein, good girl, good girl, good girl. C'est plutôt le syndrome presque, c'est pas exactement pareil, mais d'être une bonne élève. Le syndrome un peu d'être un bon élève ou une bonne élève. En tout cas, vous êtes probablement beaucoup à pouvoir comprendre ce que ça veut dire être un good girl ou un good boy qui renvoie au repère extérieur et être bon pour moi, être bon pour l'autre. Je vous propose donc, prise de conscience numéro 8, de remplacer ça par une valorisation sur l'effort de nos enfants. C'est-à-dire que plutôt que de dire à un enfant « Waouh, tu es tellement brillant, tu es super », etc., ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, c'est de aussi valoriser l'effort
valoriser le processus. C'est-à-dire de vraiment quand l'enfant va amener son dessin, de dire: «OK», que tu dis: «Maman, maman, regarde mon dessin». D'abord, bien entendu, valoriser, nourrir, de dire: «Bravo ma chérie, c'est beau ce dessin. Maintenant, comment toi tu te sens sur ton dessin?» Parce que ça nous permet de muscler la motivation intrinsèque, et ce qui est tellement, tellement formidable pour nos enfants plutôt que de renforcer quelque part le repère extérieur où l'enfant a besoin de nous pour être, à l'aise ou confiant sur ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Parce que l'idée, c'est aussi de autonomiser nos enfants le plus possible pour qu'ils puissent vivre leur vie de manière épanouie, résiliente, pour aussi contribuer à un monde meilleur. Prise de conscience numéro 9. Au fond, chaque parent, mais vraiment chaque parent, même le parent le plus traumatisé, qui peut avoir un ego très difficile, colérique, triste, angoissé, même violent, ce parent n'est pas la définition de son ego. Il n'y a pas des bons parents d'un côté et des mauvais parents de l'autre. Il n'y a pas une éducation positive d'un côté et une éducation négative de l'autre. Il y a des êtres humains imparfaits. Nous tous, nous sommes imparfaits. Alors évidemment, à différents degrés. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est OK ni acceptable. Des violences, par exemple, qui sont, à mon sens, mauvaisement appelées des violences éducatives ordinaires, plutôt de la violence, c'est inacceptable. Maintenant, déjà, nous avons besoin d'appliquer le non-jugement parce que chacun de nous fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a reçu, avec ce qu'il sait, avec qui il est à un moment donné. Prise de conscience numéro 10. L'état de la parentalité aujourd'hui est devenu, à mon sens, trop complexe. C'est-à-dire qu'il y a un surcharge d'informations, et j'en suis bien consciente, que je prends la parole sur la parentalité. Maintenant, la nuance, c'est que j'enseigne des repères, des principes et ensuite ça autonomise les parents de manière à ce que les parents puissent appliquer ça de manière très concrète dans leur famille. L'information, c'est-à-dire scroller sur Instagram, googler quelque chose, demander à ChatGPT un conseil, ce n'est pas du tout pareil que la connaissance intégrée, intérieure, qui nous libère parce que nous avons intégré aux différentes dimensions de notre plein potentiel en tant qu'être humain, que nous sommes là pour évoluer, pour grandir, pour guérir nos blessures du passé, pour aller de l'avant. Et en anglais, c'est ce que nous allons dire, to do the work. Et moi, j'ajouterais à ça, to live, de vivre. Nous sommes là pour vivre notre expérience, pour recevoir de l'amour, pour donner. Et je l'espère, en tout cas, c'est ma conception, de laisser cette planète derrière nous avec, et en contribuer la plus grande qualité possible au plus grand nombre des êtres humains. Et c'est ce que nous appelons en anglais un legacy. C'est plus qu'une trace, mais c'est vraiment notre contribution. Et moi, je mets beaucoup l'amour avec ça. C'est mon but, en tout cas, dans ma vie, c'est de contribuer l'amour. Alors, prise de conscience numéro 11. Évoluer en tant que parent a vraiment peu à voir avec des gommettes, des checklists, des visuels, même si j'en enseigne également, des bonbons, des machines. Ça, je vais en reparler prochainement. Des machines avec des applis, des écrans, des iPads, le nombre d'écrans, le nombre d'activités, l'âge à laquelle le Père Noël a été peut-être démasqué ou pas, l'heure du coucher, l'heure du réveil. En fait, elle a la parentalité beaucoup plus, voire tout à voir avec nos états intérieurs en tant qu'adultes et comment nous travaillons sur nous ou pas pour déformater des schémas douloureux du passé pour les transformer en état de positivité, de conscience, de potentiel en fait, de les alchimiser pour récupérer du potentiel, pour récupérer de l'énergie de vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Avec le leadership éthique, nous pouvons mobiliser nos potentialités beaucoup plus que nous pouvons croire à premier abord. Prise de conscience numéro 12. La conscience n'est pas un état figé.
Elle ne se «termine pas» entre guillemets. Ce n'est pas possible de rentrer la conscience d'ailleurs dans une liste un peu comme celle que je vous anime de vive voix, même si je tâche à le faire, enfin j'adore faire ça. La conscience est vivante. La conscience, notre inconscient être en tant qu'être humain, c'est dynamique, c'est une entité, biodynamique, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout un univers et c'est ce qui nous rend fondamentalement humains. Donc si vous vous posez la question pour comment équiper votre enfant au mieux pour le futur et dans cette époque de l'IA, où il y a beaucoup de conflits, où la situation géopolitique est plutôt instable, investir dans ton humanité, dans votre humanité est absolument la meilleure chose que vous pouvez faire et ça les équipe. Vraiment, ça les équipe beaucoup. Prise de conscience numéro 13, il nous en reste 7. Les parents modernes peuvent éviter, en fait, vous pouvez éviter de vous sentir anxieux, stressé, et même épuisé, de vivre des burn-out en faisant des choix. C'est ça le mythe, en fait, de la parentalité moderne qui nous a été, entre guillemets, vendu, c'est que nous devons vivre ça seuls. Je travaille sur donc une prochaine édition de newsletter qui implique pas mal de recherches et qui tire le fil sur pourquoi nous en sommes arrivés à cet état aujourd'hui de épuisement un peu généralisé. Et il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Reshma Saujani, qui est la fondatrice de Moms First et qui fait du plaidoyer absolument formidable pour les mères et les pères. Elle est comme moi parmi les seuls qui parlent vraiment des mères et des pères. Et elle le dit vraiment bien. Elle dit nous avons été vendus vraiment un mythe, une mensonge en fait, que nous devons parenter seuls en nous sacrifiant, en sacrifiant notre bien-être, que c'est entre guillemets que du bonheur. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette phrase, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. La parentalité, elle est merveilleuse. Elle n'est pas que du bonheur. Elle nous expose, entre guillemets. Elle nous confronte à notre savoir-être, à notre façon d'être et notre qualité d'être. Et donc, c'est aussi là-dessus que nous pouvons agir. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où il y a du bonheur et il y a des occasions d'évolution. Il y a des occasions pour travailler sur nous, pour évoluer. Prise de conscience numéro 14 et qui est en lien avec la précédente. Si nous voulons un village autour de nous pour faciliter, pour apaiser la parentalité moderne, nous aussi, nous avons une responsabilité d'incarner ce village. C'est-à-dire que nous avons besoin de sortir d'une certaine forme, et je pèse mes mots sans jugement, de victimisation où nous nous replions sur nous et nous avons besoin de oser briser le silence, de participer dans la vie locale, de y aller à la crèche, à l'école, à participer avec notre partenaire quand elle a des rendez-vous médicaux. Si nous sommes le coparent, nous avons besoin d'être au rendez-vous. Nous avons besoin de oser dire à notre manager que c'est prioritaire. Nous avons besoin de nous asseoir et de discuter de comment ça va être quand bébé sera là, avant la naissance. Je disais ça déjà depuis très, très longtemps que nous avons besoin de gérer notre foyer quelque part, pas toujours, comme une entreprise. C'est-à-dire, nous avons besoin de nous organiser et que cette organisation nous comment dire? C'est pas que ça nous sauve, mais nous protège, voilà, de une charge mentale qui explose. Il y a une sage-femme formidable qui s'appelle Anna Roy, qui est une sage-femme très connue en France, activiste, auteure de multiples ouvrages sur le soin post et prénatal. Et dans un de ses livres, elle dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire investissez dans votre famille comme vous le faites au travail et vous allez être les premiers bénéficiaires. Ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire avoir un loisir, un hobby pour vous-même individuellement, même très tôt dans le processus postnatal, même si c'est aller vous asseoir 1 heure seul pour être dans un café pour lire une magazine. Mais vraiment. Donc avoir un hobby 1 fois par semaine pour vous-même,
avoir, si vous êtes en couple, un temps pour votre couple une fois par semaine. Les couples me regardent avec des grands yeux quand je dis ça, mais j'y insiste, je ne vous lâcherai pas là-dessus. Et je vais y dédier aussi une newsletter. Et dans les mois à venir, avec ce printemps, nous allons y parler du couple et de la théorie de l'attachement. D'ailleurs, ça va être le thème de notre prochain live au mois de avril, le 17 avril, pour les membres de Be The Change. Il suffit de devenir un membre payant sur Substack pour pouvoir y accéder à ce live qui aura lieu sur Substack, le replay aussi, donc le vendredi 17 avril. Où nous allons parler de l'attachement, la théorie de l'attachement et comment c'est tellement important de conscientiser ça, d'avancer dessus. C'est vraiment, vraiment important. Alors, prise de conscience, autre concrétisation, c'est aussi d'avoir une réunion mensuelle. Si vous êtes en couple et si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez faire ça avec une amie, par exemple, pour faire le point sur vos objectifs, vos finances, vos projets et la méthodologie pour une meilleure distribution des tâches domestiques. Vous qui me suivez depuis un moment, vous savez que je suis parmi les premières à avoir parlé de fair play en France. J'étais extrêmement étonnée que des journalistes ils ne voulaient pas traduire dans un premier temps le livre Fair Play en français. Il a fini par être traduit. Vraiment, cette méthode, elle est formidable, fondée par Eve Rodsky il y a 5 ans maintenant. C'est formidable, cette méthode, pour une meilleure distribution du care entre 2 parents. Et ça s'applique même à des parents solo. Vous pouvez le regarder. J'ai déjà accompagné des mamans solo notamment, pas encore un papa, mais des mamans solo pour la mise en application de Fair Play. Ça veut dire aussi oser être le village, c'est-à-dire de demander à une maman, un papa que vous croisez en attendant de récupérer votre enfant, par exemple, à la crèche, pour leur numéro, pour pouvoir aller faire une balade ensemble, pour sortir de l'isolement, en fait, consciemment. Prise de conscience numéro 15. Pas tous les temps d'écran sont pareils. C'est-à-dire qu'il y a 0 temps d'écran, évidemment, c'est ça la préconisation nationale en France, pour les enfants en dessous de l'âge de 3 ans. Le gouvernement est en train d'étudier ça pour aller jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce sont des recommandations qui viennent de plusieurs organisations à travers l'Europe et la France. Ceci dit, il y a des émissions qui sont vraiment douces, qui ne sont pas surstimulants, qui peuvent être très aidantes pour les parents à des moments donnés. C'est-à-dire que moi, je suis de l'avis que c'est mieux pour vos enfants d'être devant une émission plutôt pédagogique et vraiment douce que de se dire qu'il y a 0 temps d'écran et que vous êtes à bout de souffle et que vous êtes en train de leur crier dessus, d'être verbalement agressif, décentré autour de votre enfant. Et évidemment, ce n'est pas du tout traiter le sujet de fond, c'est un pansement, c'est plutôt de jongler avec quand en plus vous faites du mieux que vous pouvez, que vous avez une réunion, que votre enfant est malade, il y a plein de cas. C'est vraiment cas par cas que ça peut être appliqué. Mais je voulais déjà vous donner mes émissions coup de cœur en tant qu'éducatrice et consultante spécialisée dans ces sujets qui sont aussi écrites dans la newsletter, qui sont Bluey, Daniel the Tiger, Where We Are, qui est basé sur un livre formidable, et puis Number Blocks, Alpha Blocks, Wonder Blocks, et une autre qui s'appelle Super Why. Donc, en plus, si vous voulez que votre enfant apprenne un peu d'anglais, c'est absolument formidable, ces émissions. Elles sont douces, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Et elles sont, pour la plupart, non genrées, et ça fait beaucoup de bien. Prise de conscience numéro 16. Ça, c'est pour les leaders dans les entreprises. Vous avez une responsabilité dans la mesure où votre savoir-être, votre positionnement dans comment vous managez sur les vies, en fait, de vos équipes, ça compte. Et ça inclut cette notion d'avoir une vie de famille dans le sens large du terme. Ce n'est pas que quelque part lié à la parentalité proprement parlant, c'est aussi que ce soit avec une jeune femme, un jeune homme dans votre entreprise. En fait, tout le monde, et vous aussi, nous avons tous besoin d'être offline, de nous déconnecter et de développer nos hobbies, nos loisirs, nos passions
les Japonais appellent ça le ikigai, cette vie équilibrée, tout comme les parents. Et c'est là où la culture de l'entreprise vraiment a un effet sur toute l'équipe. Donc, quand vous investissez dans votre propre évolution en tant que leader, quand vous avez des endroits pour souffler, pour évoluer, pour prendre du recul, pour évaluer dans le non-jugement ce qui est en train de bien fonctionner, ce qui est en train de peut-être dysfonctionner, moins bien fonctionner, toute l'équipe en bénéficie. Et ça peut vraiment prendre forme très concrètement par des sessions de coaching, par des formations, par des retraites, par des réunions qui commencent par la reconnaissance des avancées et des réussites de l'équipe. Nous avons des milliers de personnes, grâce au réseau du leadership éthique, qui ont impulsé déjà le fait de célébrer les réussites en début d'une réunion. Ça change toute la texture et ça rend les employés encore plus performants d'une façon éthique. Et c'est ça vraiment qui va distinguer les leaders de demain. À l'ère de l'IA, l'humain, il est irremplaçable et c'est tellement, tellement, tellement important de continuer à investir d'abord en vous, votre bien-être, votre équilibre. Et je sais à quel point ça pouvait être challenging. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous avez surtout besoin d'être exemplaire, de prendre soin de vous. Et donc, je peux que vous inviter à investir dans ces moments d'évolution. Prise de conscience numéro 17. Nous le savons maintenant, nous avons, mais je ne sais pas combien d'études par des neuroscientifiques, dans les neurosciences, par des médecins, par des chercheurs, par des pédiatres, par des psychiatres, par des psychologues, qui confirment que les enfants ne doivent pas être isolés de leur caregiver, de leurs euh, parents et par les personnes qui s'occupent d'eux quand ils traversent une grande émotion, quand ils pleurent, quand ils traversent une crise qui va s'appeler une crise en français, mais qui est plutôt une grande émotion. Grande émotion. Les punir, les enfants, n'enseignent pas ce que l'enfant a besoin d'apprendre. Ça génère énormément de colère et d'impact et de traumatisme. Et s'il y a bien un concept qui est encore très peu connu en France et encore moins bien compris, c'est la théorie de l'attachement qui a été fondée par un psychiatre, médecin et psychoanalyste anglais qui s'appelle John Bowlby. Et il a vraiment schématisé, en fait, le concept, le principe qu'un enfant, il apprend à se recentrer, le fameux se calmer, il apprend à se calmer, il apprend à revenir à son plein potentiel grâce à un processus qui s'appelle la co-régulation. Et la co-régulation, vraiment, je sais que c'est simple à dire, moins simple à faire, c'est d'être centré et le plus calme possible en tant qu'adulte quand un enfant se sent pas bien. Non pas en faisant du chantage, non pas en punissant, non pas en menaçant, non pas en haussant le ton, en criant, encore moins évidemment en frappant, en faisant preuve de violence physique. Ça, c'est tellement important parce que nous observons aujourd'hui, en 2026, une hausse, très malheureusement, une hausse de violences éducatives ordinaires en France. Et nous avons vraiment résolument besoin d'éduquer, sensibiliser, dire haut et fort et sereinement et en même temps avec beaucoup de confiance que les parents méritent mieux, les éducateurs méritent mieux. Nous avons besoin d'investir, le gouvernement a besoin d'investir dans des moyens pour mieux former le corps éducatif, le corps médical aux principes éducatifs et aux étapes vraiment neuroscientifiques du développement des jeunes enfants. Je vous invite aussi à lire le livre de John Bowlby si vous souhaitez approfondir ce thème qui s'appelle A Secure Base, the Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Prise de conscience numéro 18. Un enfant a besoin d'amour, évidemment. Mais évidemment. Un enfant a aussi besoin de limites. J'ai commencé à appeler ça des limites aimantes en 2021 quand j'ai fondé Be The Change pour permettre aux parents en fait d'assimiler les limites avec
le fait que ce soit un acte d'amour. Et j'ai appris ce concept de Caroline Sost, qui est une de mes mentors, amie très chère, fondatrice de Living School, qui dit ça dans tous les ateliers parents. C'est un acte d'amour de mettre des limites. Et ça vient de la pédagogie du leadership éthique aussi, bien entendu. Donc, dites-vous, parents, quand vous posez des limites, vous êtes en train aussi d'être dans l'amour. Ce n'est pas mauvais que de poser une limite. Votre enfant a le droit de réagir. Ce n'est pas parce que votre enfant, il réagit que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est très important et j'en reparlerai aussi dans les futures éditions de Newsletter. Prise de conscience numéro 19. Grâce à des règles de vie en famille claires, aimantes, empathiques et en même temps très pragmatiques, une famille peut vraiment changer la donne dans le vécu quotidien. Les familles peuvent vraiment baisser les rapports de force, les pleurs, le stress et la tension générale en baissant vraiment l'intensité de réaction parce que les règles sont claires. Ça fait plus d'un décennie que j'enseigne aux parents ce processus et des centaines de familles en ont déjà bénéficié à l'intérieur de leur foyer et non pas avec des graphiques hyper chers et qui sont délaissés au bout d'une semaine, mais par d'abord un travail sur votre savoir-être et ensuite grâce au conseil de famille. Donc, cette réunion démocratique hebdomadaire où vous allez pouvoir apprendre à vos enfants à communiquer, à résoudre des conflits et avoir confiance dans leur voix, dans leur ressenti. Et ça, c'est vraiment parmi mes moments préférés quand je reçois le feedback d'une maman ou un papa qui dit « Mais Julie, c'est en train de fonctionner, ça y est, nous avons réalisé notre conseil de famille et ça s'est bien passé. » Et même avec des trésors, des enfants de 2 ans, 3 ans, ça fonctionne. Et les familles le disent, que leurs enfants adorent les rituels, que l'enfant rentre dans une dynamique de coopération et pas de compétition avec ses parents. Prise de conscience numéro 20. Je termine cette grande édition en partageant que nous avons quelque part une magnifique vie. Nous n'avons qu'une vie. Notre vie, c'est maintenant. C'est demain aussi. Et en même temps, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Et je souhaite, c'est mon souhait le plus profond dans mon cœur. C'est mon envie que le plus grand nombre de parents possible découvrent qu'ils ont tellement plus de potentiel à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent se rendre compte. Que leurs enfants aussi. Et que nous ne sommes pas sur cette terre pour souffrir. Nous sommes ici pour vivre. C'est mon objectif donc tellement profond que vous qui m'écoutez, que vous puissiez connecter davantage à vos qualités, même dans des temps difficiles, même en train de naviguer une densité de travail, je n'en doute pas. Pendant que vous êtes en train de construire votre business, que vous êtes en train de booster votre enfant, vos enfants, que vous êtes en train de naviguer plein de décisions, j'espère que vous vous rappelez que vous méritez de vivre et que vous êtes les personnes les plus importantes dans vos vies. Je vous laisse aujourd'hui avec un poème qui est mon poème préféré. Ma maman m'a fait découvrir ce poème quand j'ai eu 16 ans. Elle avait fabriqué un papier sur lequel elle avait écrit ce poème à la main et elle avait mis une photo d'elle et moi ensemble sur la page. Elle avait créé comme un petit livret. Ce poème, c'est par un poète qui s'appelle Khalil Gibran, who is an Arab poet. Il est l'auteur du Prophète. Il est né le 6 janvier en 1883 au Liban. Et ces mots continuent à voyager à travers les siècles pour nous toucher encore aujourd'hui en 2026. Et je vais vous les lire en anglais. Et c'est pas grave, si vous comprenez pas tout, je vous le lis avec cette belle énergie que nous partageons là à travers les ondes de cette newsletter en format podcast. On children. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." And he said, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer seeks the mark upon the path of the infinite, and he bends with you. He might that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. From The Prophet, published in 1923. This poem is in the public domain by Khalil Gibran. J'ai écrit dans la newsletter en anglais tout à l'heure et j'en ai pleuré. J'avais des petites larmes dans mes yeux et beaucoup de gratitude dans mon cœur tellement ce poème me touche. Et pourquoi je voulais vous le partager, c'est absolument mon poème préféré sur la parentalité qui permet de nous sentir à la bonne place par rapport à nos enfants, ni en fusion avec eux, en leur laissant en fait leur espace, en étant bien dans notre espace, tout en étant vraiment cette stabilité dont ils ont besoin pour avoir des repères pour leur vie, avoir leur expérience de vie. Merci pour votre écoute, merci pour qui vous êtes. Bravo parce que ce qui nous réunit, notre humanité, ça compte plus que jamais. Et vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez un fabuleux potentiel de création et de réalisation. Donc, ne doutez pas, vous avez le potentiel. Je crois en vous. Je vous envoie beaucoup de force de vie et de bonnes ondes depuis mon bureau ici à Cagnes-sur-Mer ce jeudi 19 mars. Même si c'est plus tard, ou beaucoup plus tard quand vous écoutez cet épisode. Donc, je vous ai rassemblé dans la newsletter qui était en anglais. Comment nous pouvons collaborer ensemble si vous le souhaitez. Si ce n'est pas le bon moment pour vous, c'est aussi OK. Donc, écoutez-vous, écoutez ce qui est juste pour vous. Donc, je vous laisse découvrir ça si vous le souhaitez dans les notes de l'épisode, si vous écoutez sur vos plateformes de podcast. Et si vous êtes devant la newsletter envoyée via Substack, vous avez seulement besoin en 2 clics, devenir un membre payant si vous voulez nous rejoindre pour accéder au chat, pour réserver des consultations et pour participer au live. Le prochain sera le 17 avril. Et il risque d'y avoir une petite surprise aussi qui va se profiler avant le 17 avril. Il y a également une formation formidable en anglais qui s'appelle From Vision to Innovation, que j'ai l'immense joie de co-animer avec ma consoeur Gwenola Blick, qui va commencer le 26 mars, donc la semaine prochaine, qui va se dérouler sur 5 demi-journées. Donc, si vous-même, vous êtes à l'aise en anglais, si vous avez des collaborateurs, collaboratrices anglophones, voilà, vous connaissez quelqu'un qui aimerait avoir une introduction au leadership éthique et se former, il reste encore quelques places à cette formation où nous mettons vraiment nous priorisons des groupes en plus petits comités pour que chacune ait un temps de parole à travers la formation. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Toutes les informations sont dans la brochure auprès de Gwenola chez Infuse Éthique avec tout le nécessaire. Je vais conclure là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à venir me dire quelles étaient les 2-3 prises de conscience les plus importantes pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans les commentaires, en ligne, où c'est le plus facile pour vous. Je lis vraiment tout. Hein. et c'est comme ça que nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et see you soon.